C'est un jour de fête nationale. Les jeunes sont rassemblés dans la ville, notamment dans les points les plus actifs, notamment les cafés, les bars. Mais un événement tragique a frappé la France, qui était endeuillée ce soir-là, puisque nous avons eu malheureusement cette tuerie de Nice sur cette fameuse promenade des Anglais. Ça a également frappé cette petite ville. À 1h25, le commissariat reçoit un appel disant qu'un homme vient de se faire tirer dessus au niveau de la tête, au niveau de la place Bogno. Donc il est important quand même d'indiquer que la place Bogno, c'est quand même la place centrale de Guéret. À 80 mètres, il y a le tribunal, à 50 mètres, il y a la mairie. Donc c'est vraiment au pied du tribunal que ce drame est survenu. Disons que le soir, quand les services de police ont été contactés, ils ont cru dans un premier temps qu'il s'agissait véritablement d'un attentat. Et c'est pour cette raison que, si vous voulez, ce soir-là, tout le monde était un petit peu agité, une tension palpable. Il est mentionné qu'un jeune homme vient d'être visé par des tirs à arme à feu et que ce jeune homme est manifestement grièvement blessé, qu'il est à terre, le visage en sang et que les secours doivent intervenir, la police aussi. Mes collègues donc vont s'équiper lourdement et vont progresser jusqu'à la place Bogno. Et les constatations sont assez compliquées puisqu'on est donc à l'extérieur. Comme les autres soirs de l'été, c'était Guéret-Plage qui battait son plein, donc il y avait plutôt pas mal de monde. Et mes collègues donc locaux ont dû faire un périmètre de sécurité pour éloigner les badauds, les passants et même les témoins qui ont pu assister à la scène. Ce qu'ils vont voir, c'est le corps d'un jeune homme qui est blessé au niveau du visage. Il était toujours vivant. Il va être transporté immédiatement vers le centre hospitalier. Les témoins ils nous apprennent déjà que la personne grièvement blessée est un de leurs copains. On apprend donc qu'il se prénomme Kevin. Âgé de 24 ans, au moment des faits, Kevin a connu de nombreuses épreuves tout au long de sa vie. A commencer par le divorce de ses parents, alors qu'il est encore bébé. Le papa venait voir Kevin ou le prenait tous les 15 jours, mais bon, Kevin se rendait malade et ne voulait pas du tout rester chez le papa, donc il me le ramenait. Puisqu'il piquait des grosses colères, il était malade. Du fait du divorce de ses parents, c'est quand même un jeune homme qui a vécu une séparation d'avec son père, puisqu'il l'a vu, alors on va dire par intermittence. Donc à ce moment-là, il y a eu une perte de lien. Dans les Ardennes, où il déménage avec sa mère, il devient champion de Belgique de boxe française. De l'avis de tous, Kevin est un garçon vif qui a beaucoup d'énergie à dépenser. Il a fait de l'athlétisme, il a fait de la compétition en moto, il faisait du footing, du foot, il a touché un petit peu à tous les sports. C'est à cette même époque qu'il renoue contact avec son père. Donc Kevin allait les week-ends ou allait pendant les vacances chez son papa qui était remarié et qui avait 2 enfants. Kevin s'entendait très bien avec ses demi-frères et sœurs jusqu'à, j'allais dire, un drame intrafamilial où Kevin a commis des actes répréhensibles sur sa demi-sœur. Les enfants, ils se voyaient régulièrement. Il sortait avec sa petite sœur qui partait dans les bois avec le vélo. Enfin, voilà, c'est deux gamins qui sont connus tard et pour lui, c'était pas sa demi-sœur et vice-versa. Mais en 2007, cette famille recomposée va voler en éclats. Âgée de 13 ans, la demi-sœur de Kevin porte plainte contre lui pour agression sexuelle.
Ces accusations sont graves et elles vont donner lieu à une condamnation judiciaire. Cette histoire va le marquer considérablement au point qu'il va tatouer sur son corps « J'ai fait du mal, je m'en veux terriblement ». Alors âgé de 15 ans, il est condamné en 2007 à 2 ans de prison avec sursis et 30 000 € d'amende. Kevin décide de changer d'environnement et retourne vivre à Guéret. À partir de ce moment-là, Kevin a beaucoup changé. Puisque forcément, Guéret c'est petit, tout le monde se connaît, ça avait fait beaucoup de bruit et il était traité de... il se faisait insulter par certaines personnes. C'est un garçon qui est un écorché vif. Un garçon blessé avant tout, avec une profonde souffrance intérieure. Il est non seulement rejeté, mais insulté, menacé. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'exprimer des peurs. Mais il va les trouver suffisamment significatives, ces menaces, pour en parler. Pour en parler à sa mère, pour en parler à ses proches. C'est dans ce contexte que sa grand-mère accepte de l'héberger. Kevin était en pleine crise d'adolescence. Elle aurait pu être réticente pour le récupérer et au contraire, elle lui a ouvert sa maison. Et elle m'expliquait que ce garçon, depuis son arrivée à son domicile, c'est un rayon de soleil. C'est-à-dire qu'il a illuminé toute cette maison. Elle avait une présence au quotidien, elle a pu lutter véritablement contre la solitude. Et c'était un bon compromis. C'était un petit peu, si on peut comparer cette relation, une bouée de secours pour chacun d'entre eux. De ce qu'elle m'a rapporté, c'était un garçon qui était actif, qui ne restait jamais sans rien faire. C'est-à-dire que même à la maison, il s'occupait d'elle. Les années passent et Kevin se reprend en main. C'était un jeune homme qui restait pas à ne rien faire et qui cherchait à tout le moins sans doute sa voie. Il travaille, il sort avec ses amis, il a des compagnes. Voilà, il a une vie d'un jeune aguerri, quoi. Il a toujours eu une activité professionnelle. Au moment du drame, il travaillait aux espaces verts. Bon, et puis s'apprêtait à changer de vie. Il est, au moment des faits, dans une période de transition, puisqu'il veut quitter Guéret. Sa mère lui a trouvé un travail dans le Tarn-et-Garonne, dans l'entreprise où elle travaille elle-même. Et dès le lendemain du drame, il aurait dû déménager dans le Tarn-et-Garonne et s'installer avec sa mère pour y travailler. Mais on a eu un petit problème au niveau saison qui a démarré une semaine plus tard. Et sinon, il était déjà dans le Tarn-et-Garonne avant le 14 juillet. Donc voilà, une semaine après. Tandis que Kevin est pris en charge au CHU de Limoges, les policiers contactent la mère de la jeune victime. Le téléphone sonne, ça devait être 3h du matin, 3h30, je ne sais plus exactement. Et on me dit que mon fils a été grièvement atteint par une balle et qu'il est transféré au CHU de Limoges. Donc forcément, je raccroche et je prends ma voiture et je pars directement au CHU de Limoges. J'arrive au CHU, donc je vais aux urgences. On me fait patienter un quart d'heure, une demi-heure. Et on me dit, attendez, des médecins vont venir vous chercher. Donc quand les médecins sont venus me chercher, c'était 2 médecins, 2 hommes, qui m'ont dit, suivez-nous. Donc, et là, ils m'ont amené dans une pièce et ils m'ont dit que bon, ils pouvaient rien faire, qu'il n'y avait rien à faire. L'autopsie qui a été réalisée par l'expert légiste déterminera que le tir a été réalisé essentiellement au niveau du visage.
puisqu'il y a une centaine de plombs qui sont présents au niveau du visage sur un diamètre de 28 sur 21 cm. Ce que dit le légiste également lors de cette autopsie, c'est qu'effectivement, vu la trajectoire des plombs dans le visage, le coup a été tiré de façon horizontale par rapport au visage de Kevin. En tout cas, c'est un tir qui a été réalisé à courte distance avec un fusil de chasse. Le bout portant, ça va être un peu plus près, on parlera effectivement à 1 mètre. Saisi de l'affaire, le SRPJ de Limoges se déplace sur les lieux du drame. Il n'y a pas de vidéoprotection. On s'aperçoit très vite qu'il y avait un groupe de jeunes qui était face au pub, donc sur l'avenue, sur la voie de circulation. Et il y en a qui vont dire qu'une voiture grise s'est présentée, avec 2 hommes à bord. On décrit un véhicule qui fait plusieurs fois le tour de la place Bogno, où Kevin, à un moment donné, est agacé. Il court après ce véhicule. Une fois que le véhicule s'arrête parce qu'il est positionné dans un angle, il y a une des personnes qui va sortir. Kevin aura des derniers mots qui sont exactement « on en arrive là pour cela ». Et c'est à ce moment-là qu'on entend le tir. Les témoins vont être entendus, tous les témoins qui étaient sur la place, qui vont donner des versions assez bizarres, qui seront réentendus quelques heures après, qui vont donner une vraie version des faits. On a le sentiment que quand même ces témoins se sont sentis coupables de quelque chose, parce qu'ils vont donner une mauvaise version des faits dont ils ont pu assister et ce qui s'est passé dans la soirée d'ailleurs. Ils vont mentir. Pourquoi? Je pense que la crainte de se sentir ou coupable ou responsable de quelque chose. Devant le pub, l'investigation judiciaire donc, du SRPJ de Limoges fera les constatations, réalisera qu'on retrouve sur place des éléments de cartouches qui ont été découverts, 2, des ailettes de bourrage qui ont été découverts, et ils verront effectivement 2 traces sur la façade. C'est à la 2e audition, dès le lendemain, que les témoins vont indiquer qu'ils connaissent tant le passager que le conducteur du véhicule, vont donner leur identité et vont donner de nombreux détails sur le déroulement de la soirée et les différentes phases de la soirée jusqu'à la scène finale. Ils reviennent nous voir en nous disant qu'ils ont des choses supplémentaires et très importantes à nous dire, à savoir que cette berline grise avec le toit ouvrant, ils savent parfaitement à qui elle est et par qui elle est utilisée. Ils vont nous dire que l'utilisateur habituel est un prénommé Adhémar, un jeune qui traîne régulièrement dans Guéret, et que quand Adhémar est dans cette voiture, très souvent, pour ne pas dire tout le temps, il est accompagné d'un de ses copains, un prénommé Jesse. Face aux enquêteurs, les témoins assurent que Kevin et Jesse n'ont pas toujours été en conflit. Il y a encore quelques mois, ils étaient même amis. Jesse avait même été hébergé à un moment donné par Kevin et par son ancienne compagne. Mais l'amitié entre les 2 hommes s'est muée en haine. Ces inimitiés, elles vont jusqu'aux insultes, ils ne peuvent plus se croiser sans qu'il y ait des insultes proférées, et elles vont jusqu'à des menaces de mort proférées par Jesse à l'encontre de Kevin de manière réitérée. Il y a les disputes autour des petites amies, puisqu'il se trouve que Kevin a pour petite amie la sœur du conducteur de la voiture. À partir de ce moment-là, le fait que Jesse, conscient de ne pas faire le poids vis-à-vis de Kevin, serait vraisemblablement rentré dans une forme d'animosité à l'égard de Kevin et dans une forme de vengeance à son égard. Il y a eu un épisode dans le parking d'un supermarché, une discussion houleuse entre Kevin et Adhémar. Il semblerait que quelques jours auparavant, Adhémar conduisant un véhicule soit passé un peu trop près de Kevin qui marchait sur le trottoir avec sa compagne et la fille de sa compagne.
Si l'origine exacte du conflit est incertaine, les témoins s'accordent sur le déroulé du début de soirée. Avant de se rendre au bar, ils sont déjà 3 ou 4 personnes, dont Kevin. Ils se dirigent vers le bar, ils vont croiser une voiture. Les occupants auraient eu des gestes pas malheureux, mais il y aurait eu un doigt d'honneur, notamment, qui aurait été dirigé vers Kevin. La voiture s'en va et Kevin et ses amis se rendent dans un bar de Guéret. Mais Jessie et Adhémar n'en ont pas fini avec le jeune homme de 24 ans. C'était une traque, manifestement, des 2 occupants du véhicule à destination de Kevin, puisque l'un de ces jeunes, une fille en l'occurrence, va nous dire qu'elle reçoit des SMS et des appels de l'un des 2 occupants du véhicule, qui lui demande très clairement et très simplement où se trouve Kevin. Avec l'accord de Kevin, cette jeune fille leur dit être dans un pub du centre-ville. Et aux alentours de 22h30, le véhicule s'arrête devant l'établissement. Et à ce moment-là, le passager, avant, va sortir son bus par le toit ouvrant. Il est porteur d'un fusil de chasse. Il est manifestement très énervé. Et il va demander donc aux jeunes qui sont devant de faire sortir Kevin. Les jeunes vont répondre calmement que Kevin ne veut pas sortir. Et à ce moment-là, ce passager avant va tirer rapidement un premier coup de feu en l'air. À nouveau, il va demander à ce que Kevin sorte. À nouveau, on va lui répondre que Kevin ne sortira pas. Et là, il va tirer un second coup de feu en l'air. Il va rentrer dans l'habitacle et la voiture va repartir. Et personne ne réagit. Personne. C'est-à-dire que le groupe d'amis qui se trouve à l'intérieur et aussi ceux qui sont à l'extérieur ont connaissance de cet événement. Et personne ne va avoir le réflexe naturel de contacter les services de police, puisqu'à ce moment-là, nous avons véritablement une première alerte. Et personne ne réagit. Les jeunes font la fête, ils sont présents sur la voie publique, il y a un peu d'alcool. On est le 14 juillet, je pense qu'au moment des tirs en l'air qui ont été réalisés, ils n'ont peut-être pas pris ça au sérieux, ou en tout cas ils n'ont pas mesuré la gravité des faits, peut-être lié justement à ce jour de fête. Personne n'alerte la police. Et 3 heures plus tard, Kevin se fait tirer dessus sur la place Bogno. La police décide d'enquêter sur le suspect, le fameux Adhémar, âgé de 19 ans. Il est né à Bamako, la capitale du Mali, et tandis que sa famille est en proie à de grandes difficultés, il est adopté, encore bébé, par une femme de Guéret. L'adoption s'est faite par sa mère seule. Et il va arriver en France, alors avec un nouveau prénom. On sait que sa maman, la mère de cette dernière et la tante d'Adhémar vont l'élever avec beaucoup d'amour. C'est un enfant, un cadeau du ciel qui est arrivé. On va lui expliquer qu'il a été adopté, mais très rapidement, on n'en parlera plus. C'est un enfant élevé par des femmes, ce qui, dans sa construction, a certainement compliqué un peu la situation parce que pas de repère masculin, malgré tout l'amour de sa mère. Et donc un enfant qui est intelligent, qui pourrait mieux faire, comme on l'a dans les bulletins de notes, mais qui va avoir une scolarité jusqu'au début de l'adolescence sans difficulté. Il fait du motocross, c'est un passionné de motocross. Il va avoir un accident de moto d'ailleurs, où il va avoir une indemnisation et qui va lui permettre d'acheter cette fameuse voiture qui sera retrouvée et qui servira le soir du 14 juillet. Un véhicule acheté à son amie Jessie en 2015. Cette année-là, Adhémar obtient son bac, mais il doit également faire face au décès de sa grand-mère, chez qui toute la famille logeait. Il va prendre un petit appartement, un petit studio dans Guéret tout seul. Et je pense qu'à partir de là,
Ça va être aussi ce qui le tenait, ce qui le maintenait aussi un petit peu, va se déliter petit à petit. On verra au niveau notamment des antécédents judiciaires qu'il est poursuivi pour des faits de violence conjugale. À cette époque, Adhémar fréquente de plus en plus Jessie. Un jeune homme qui a lui aussi grandi dans un contexte familial instable. La maman a des problèmes de dépression, semble-t-il, et elle ne pourra pas s'occuper correctement, enfin normalement, entre guillemets, de ses enfants. C'est extrêmement difficile, c'est une charge beaucoup trop lourde pour elle. Il ne grandit pas dans un environnement délétère, mais on l'a laissé faire très rapidement ce qu'il voulait. On ne l'a pas obligé à continuer ses études. À 15 ans, il était libre, il faisait ce qu'il voulait, pas de garde-fou. Mais il était décrit par ses professeurs comme étant un élève qui avait un gros potentiel qu'il n'a pas exploité. Il était très turbulent, insouciant, il avait plus envie de rire que de travailler. Mais comme il n'était pas encadré correctement, il a vite quitté l'école. Jessie vit au crochet de sa compagne, puisqu'il ne travaille pas. Il passe ses journées à jouer. Il a une vie d'insouciance totale. Comme tout jeune qui n'est pas encadré, qui fait ce qu'il veut. Insouciant. Il a 3 condamnations. Ce sont des outrages, conduite sans permis. Effectivement, il n'a pas le permis, donc c'est encore de l'insouciance. Il mettra plus cet aspect de sa personnalité sur son insouciance que sa volonté d'être délinquant à proprement parler. Dans la journée du 15 juillet 2016, les forces de l'ordre reçoivent un nouvel appel concernant le meurtre de Kevin. C'est l'un des amis de la victime qui va donner cette information capitale en expliquant que le véhicule se trouve à un endroit précis. On a d'abord compris qu'il s'agissait bien du bon véhicule, puisque à l'arrière de la voiture, on a découvert une facture avec le prénom d'Adhémar. Donc on se rend compte qu'effectivement, les informations données par les témoins nous ont bien amenés au bon véhicule. Ce véhicule va nous permettre de comprendre comment le tireur a pu se positionner. Si le véhicule d'extérieur n'est pas dans un état extraordinaire, en tout cas, il est possible d'ouvrir le trou ouvrant avec un interrupteur qui marche très bien. Il apprend que les vitres ont été filmées avec un film opaque pour cacher et dissimuler ce qui se passe à l'intérieur. On va apprendre qu'il s'y trouve aussi une barrette de cannabis, que les sièges sont reculés au maximum. En parallèle de ces investigations, une demande est transmise à l'opérateur mobile du tireur présumé pour tenter de l'interpeller. La géolocalisation du téléphone d'Adhémar est mise en place le 15 en soirée. Et donc on va se rendre compte que dans le courant de la nuit, Adhémar, après avoir activé des cellules sur Guéret, va rapidement arriver sur Limoges, près de la gare. Rapidement, je vais sensibiliser les collègues locaux, notamment les collègues de la brigade anticriminalité, en leur demandant d'aller, entre guillemets, grenouiller, d'aller faire des patrouilles, des rondes dans le secteur de la gare. Malheureusement, les patrouilles, le 16 en tout cas, vont s'avérer vaines. Mes collègues ne vont pas retrouver la trace d'Adhémar. Et par contre, donc, le 17 juillet, on va avoir une embellie, puisque mes collègues, toujours dans ce même secteur, vont réussir, grâce à la photo qui avait été diffusée et au signalement, à reconnaître Adhémar, qui se trouvait devant un hôtel, non loin de la gare de Limoges. Et donc, il sera interpellé et placé sous le régime de la garde à vue. Dans un premier temps, il ne reconnaît pas les faits. Ce n'est qu'au bout du 2e interrogatoire que là, il finit par dire que oui, effectivement, il était bien dans la voiture. Sur la place qui s'appelle la place du marché, il croise un groupe de personnes et Kevin donc va les insulter, même les poursuivre un peu, leur courir après. Ils vont faire le tour donc de la place du marché et repartir chez Jessie, un peu à l'extérieur de Guéret. Et en fait, ils vont rediscuter l'un et l'autre de ce qui vient de se passer, s'agacer un peu tous les deux et avoir l'idée de faire peur en disant maintenant ça suffit et il faut que ça s'arrête et de lui faire peur.
d'essayer de l'impressionner. Ils repartent en ville, cette fois-ci avec un fusil, en essayant de voir où se trouve Kevin. Ils vont finalement savoir à un moment donné qu'il se trouve dans un pub en centre-ville de Guéret. Ils vont passer devant ce pub et des coups de feu vont être tirés en l'air. Ils croiseront à nouveau sa route à 22h30, puis une dernière fois à 1h25. Adhémar sort par le toit ouvrant, fusil en main, il épaule. Et là, encore une fois, il va se passer quelque chose d'absolument incroyable et surréaliste. Puisque Kevin va s'approcher. Sa version des faits est qu'il n'est finalement que le bras armé bien involontaire de Jessie. Hein, que c'est Jessie qui lui a mis la pression, que c'est pour ça qu'il a tiré. À aucun moment, la volonté de tuer et le dessein formé avant l'acte ne sont ni assumés ni reconnus. Questionné sur les raisons de leur discorde, Adhémar avance un mobile futile. Ils se connaissent par l'intermédiaire de Jessie, qui lui connaissait Kevin depuis beaucoup plus longtemps. Ils se croisaient régulièrement. Il y avait eu quelques semaines auparavant, dans un parking, un accrochage parce que mon client avait une voiture et Kevin l'avait interpellé, avait essayé de le faire sortir de cette voiture, donc Adhémar avait eu très peur, mais pas de relation conflictuelle ancrée entre les deux. Ils se connaissaient finalement assez peu. Il n'y a jamais de mobile qui justifie le décès de quelqu'un, surtout d'un jeune garçon de 24 ans. À l'issue de sa garde à vue, Adhémar est mis en examen, puis placé en détention provisoire. Les enquêteurs tâchent alors de mettre la main sur son complice. La traque de Jessie nous a occupé une grande partie de l'été. Il y a eu plusieurs pistes qui ont été avancées. Il nous a été dit que Jessie pourrait être hébergée à tel endroit, chez de la famille, dans une grange, enfin bref. On nous a donné plusieurs pistes et toutes, sans aucune exception, ont été exploitées. Malheureusement, Jessie est restée introuvable. Au niveau de son téléphone, on a été, entre guillemets, dans le vent, on a été perdu complètement, on a perdu sa trace. Donc, malgré de nombreuses écoutes téléphoniques qui ont été mises en place, de ses proches en particulier, malheureusement, ces exploitations téléphoniques n'ont pas permis de savoir où il se trouvait pendant plusieurs semaines. Les recherches sont très importantes pour le retrouver et ils ne retrouveront Jessie que sur une dénonciation anonyme, en disant qu'il était à Orléans, tel endroit, etc. Jessie se trouverait vraisemblablement dans un hôtel qui se trouve à Olivet, dans le sud de la banlieue d'Orléans. On ne nous donne pas beaucoup plus d'informations, de précisions à ce moment-là, mais en tout cas, évidemment, la piste est prise très au sérieux. On sensibilise nos collègues orléanais, notamment les collègues de la brigade de recherche et d'intervention d'Orléans, pour qu'ils nous prêtent main forte. Les policiers orléanais organisent une planque à proximité de l'hôtel et repèrent Jessie, attablée dans un restaurant. Et après que mes collègues l'aient reconnu formellement, il est interpellé et à son tour placé sous le régime de la garde à vue. Manifestement, il a l'air soulagé. Parce que quand vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez rien, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire, c'est extrêmement difficile. C'était presque un soulagement quand il a été arrêté. Soulagement parce que cette cavale s'arrêtait et enfin il allait pouvoir s'expliquer sur les faits qu'on lui reprochait. Il a raconté immédiatement en garde à vue sa version des faits. Mais on a toujours eu la même version, c'est-à-dire que c'est Adhémar qui était venu le chercher avec un fusil. Et qu'il y a demandé de venir pour aller à la rencontre de Kevin et qu'il a agi et qu'il l'a accompagné sous la peur et sous la menace, sans pouvoir dire quelles étaient ces menaces. Il découvre quelqu'un de surexcité,
dit-il, armé, et qui lui dit « Tu viens avec moi, c'est moi ou Kevin ». Et Jesse nous dit, pris de peur, il a pris le volant du véhicule et a amené Adhémar où il voulait qu'il l'amène. Au moment du tir mortel, Jesse réfute l'avoir encouragé à abattre Kevin. Il a pensé qu'Adhémar allait tirer, mais en l'air ou pour lui faire peur, pour l'impressionner. Malheureusement, le coup est parti et a atteint Kevin en pleine tête, ce qui a surpris immédiatement, évidemment, Jesse, qui ne voulait absolument pas que telle chose se produise. Et au moment où Jesse voit Kevin tomber, c'est une panique folle. Et Adhémar en trombe, évidemment. Ils en parlent tout de suite, ils s'engueulent. Il rentre vite chez lui, Jesse, et Adhémar reprend son véhicule et repart chez lui. Les deux suspects incarcérés, les enquêteurs se concentrent sur la recherche de l'arme du crime. Des proches d'Adhémar racontent aux enquêteurs avoir vu un fusil à son domicile les mois précédant le crime. Adhémar va indiquer que cette arme, en fait, il l'a trouvée dans la forêt, apposée contre un arbre, et il l'a récupérée et il l'a conservée. Sauf que cette arme, en réalité, lorsqu'on va établir la chronologie, on va réaliser que c'est une personne qui lui a vendu pour la modique somme de 100 € et qui ne l'avait pas remboursée, d'ailleurs, parce que cette personne lui réclamait sans cesse le règlement de l'arme. Cette arme, il fallait la retrouver, on n'avait aucun élément, elle aurait pu être n'importe où. Et malheureusement, on n'a pas de boule de cristal dans une enquête judiciaire. On ne l'a pas découverte. Alors là, il y a une reconstitution, il y a toutes les parties qui sont présentes, donc aussi bien les mises en examen et puis les forces de sécurité, les experts en balistique, les experts légistes. Et vous voyez, on a essayé de tout prendre en compte, puisque je vous rappelle que certains témoins ont indiqué que c'était aussi un fusil de chasse à canoncier, d'autres à fusil à canon long. Et tout ça, c'est pris en compte par les différents experts pour déterminer, la faisabilité ou en tout cas la possibilité, et ce qui permet de déterminer en tout cas à quelle distance le tir a pu être réalisé. Et on en revient donc à une conclusion finale que le tir était bien horizontal pour pouvoir atteindre malheureusement la victime en pleine tête. On viendra déterminer que tant un canon scié ou tant un canon long aurait pu être utilisé, mais qu'en tout cas, le tir a pu être réalisé, que ce soit avec l'une des armes ou l'autre, entre 7,90 m et 8,50 m. Quand on sort de la reconstitution, on ne peut pas dire que ça a été accidentel, en tout cas que, voilà, que ce coup de feu était fait pour intimider. C'est juste pas possible. À 8 mètres, si on dirige un fusil dans la direction de la tête d'une personne qu'on vise, forcément, c'est pas pour lui faire peur. On se doute en tout cas de l'effet que ça va avoir. Au cours de la procédure, Adhémar et Jesse sont présentés à plusieurs experts psychiatres afin de vérifier leur accessibilité à une sanction pénale. Celle qui m'a particulièrement marquée, c'est celle de Jesse, où il avait été décrit un profil asocial particulièrement inquiétant. Une personnalité dangereuse. Une certaine banalisation des faits, c'est peut-être un point peut-être le plus important, c'est qu'encore une fois, mais il a été constant, au moins pour ce point-là, il banalise parce que pour lui, ça a été un témoin passif, il n'était que le conducteur, entre guillemets. Mais d'après l'enquête, Jesse a joué un rôle déterminant dans cette affaire. Et cela, bien avant le crime. Ils se connaissaient depuis bien longtemps, mais finalement, ils ne se sont véritablement rencontrés que quelques mois avant les faits, à un moment où, effectivement, Jesse est dans la marginalisation et dans la désinsertion la plus totale, et où Adhémar est dans cette gangstérisation que l'on a pu décrire. Et de ces fréquentations et de cette amitié qui va être toxique au final, va découler ce passage à l'acte. Au terme de l'instruction, de nouveaux éléments poussent le juge à requalifier les chefs d'accusation en assassinat pour Adhémar.
et complicité pour Jessie. On apprendra qu'il y a eu des conversations téléphoniques dans ce véhicule pendant ce laps de temps où il dira clairement, et là c'est pas contesté, c'est pas la parole de l'un contre l'autre, puisqu'il y avait une personne qui était au bout du fil et qui lui a dit « c'est chaud mec, je vais buter un mec ». Et c'est Adhémar qui le dit. Il est 23h01 à 23h32, donc par rapport à la chronologie, on sait que cette conversation a lieu après les premiers tirs. Donc c'est-à-dire que déjà, après les premiers tirs, on peut déterminer quelles étaient les intentions d'Adhémar. Et Jessie ne pouvait pas se méprendre sur les intentions, puisque justement, il y avait eu tout ce cheminement intellectuel et factuel qui a pu être réalisé le soir des faits. Il y avait les deux clans, le clan des accusés et le clan des parties civiles. On sentait beaucoup d'électricité dans la salle. On ne peut pas s'en empêcher de penser que ce corps gisait sur cette place Bogno, lieu où va avoir lieu le procès d'assises de Kevin. D'ailleurs, on avait pris certaines mesures de sécurité aussi, parce qu'on se doutait que ça allait créer certaines tensions. Et donc, on avait prévu quand même un service d'ordre assez important sur la place centrale de Guéret. Il craignait sûrement, je sais pas, il ne s'est rien passé, tout est resté calme et c'était une bonne chose. Mais dès les premiers instants, et devant une salle bondée, un événement politique va bousculer l'audience. On est en pleine période de grève des avocats, on luttait contre la réforme des retraites, et donc on faisait renvoyer absolument tous les dossiers. On ne prenait absolument aucun dossier, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc cette session d'assises arrive, et donc on a sollicité le renvoi de tous les dossiers qui étaient à la session d'assises de janvier 2020. Le dossier, qui était relativement ancien, a été renvoyé au mois d'avril 2020, et la patatras, confinement. Ce n'est finalement que le 12 octobre 2020 que le procès débute enfin. Du fait des restrictions sanitaires, la salle est à moitié vide, et dans le box des accusés, les anciens amis continuent de se rejeter la faute. Il n'y a pas une grande solidarité. L'un dira qu'il était le bras armé de l'autre qui était le cerveau, l'instigateur et le distillateur de la haine envers Kevin, puisque lui-même, Adhémar, dira « mais moi j'avais aucune raison plus que ça de lui en vouloir », puisque en réalité c'était l'histoire de Jessie. L'autre va dire que c'est Adhémar qui est arrivé avec un fusil chargé dans un état de surexcitation extrême, voulant absolument en découdre avec Kevin et qui n'a eu d'autre recours que de le suivre. À aucun moment, les deux ne diront « nous avons décidé ensemble de partir, ensemble de le chercher, ensemble de prendre l'arme et ensemble de tirer ». Ils n'ont rien laissé transparaître, hormis à un moment donné où il a été évoqué le témoignage de la grand-mère qui a relaté ce que représentait pour elle Kevin. Il va y avoir une réaction d'Adhémar qui va exploser en pleurs parce que très probablement, comme il a perdu sa grand-mère, il s'est éventuellement imaginé la douleur que pouvait être celle de cette grand-mère. Et à partir de là, voilà, on a eu une réaction de la part d'Adhémar. Et ce que je déplore, c'est que de la part de Jessie, oui, il y a eu des excuses, mais aucun brin de sincérité dans ces excuses. Le 16 octobre 2020, après 5 jours d'audience, la Cour rend son verdict. Adhémar est reconnu coupable d'assassinat, mais Jessie de complicité d'assassinat. Tous les deux sont condamnés à 18 ans de réclusion criminelle sans période de sûreté. De toute façon, ça ne ramènera pas Kevin et la punition n'est pas assez forte. Ils ont déjà fait 4 ans, dans 4 ans ils vont sortir. Ils auront 30 ans, ils sont vivants, ils peuvent refaire leur vie. Mais bon, je ne m'attendais pas de toute façon à ce que ce soit une peine énorme et ça ne m'a pas surpris quelque part. Il
Il est vrai que pour une mère qui a perdu son fils, la sanction n'est jamais peut-être assez lourde. La déclaration de culpabilité des deux, effectivement, était attendue et a été effectivement déterminante pour elle, mais on ne fait jamais son deuil sur les bancs d'une cour d'assises, vous savez. Ma cliente, elle est condamnée à perpétuité parce qu'elle vit dans la douleur de la perte de cet être cher. Tous les jours, son quotidien, c'est le même, c'est se rendre tous les jours à la tombe de son petit-fils, d'échanger avec lui, sauf que c'est une tombe froide pour laquelle elle n'aura malheureusement pas de retour. On a une mamie du haut de ses, je crois qu'aujourd'hui elle a 75 ans, qui se déplaçait difficilement et qui trouve le courage d'amener des fleurs chaque jour sur la tombe de son petit-fils. Ma maman, non, elle n'est pas très bien. Elle déprime, quoi, complètement. Et je pense que de toute façon, ça n'ira pas en s'améliorant. Et je pense que le fait aussi de savoir que de ne pas savoir la vérité, là, complètement aussi perturbé encore plus, quoi. Voilà, c'est arrivé à Kevin et j'espère que ça ne se reproduira pas, que ce soit à Guéret ou ailleurs et dans des circonstances comme ça, quoi. Sans savoir pourquoi, des crimes gratuits comme ça.